on a fait le pari aujourd'hui un peu de faire un bond dans le temps parce que cette présentation-là était à la base supposée d'avoir lieu au début mars, en fait à la mi-mars 2020, alors juste quelques jours après le grand changement dans nos vies à tous et toutes. Et l'idée qui avait été proposée, c'est vraiment de partager les effets et les résultats d'une recherche que j'ai menée au cours de l'année 2019 en étroite collaboration avec Parole d'Exclus et plus précisément avec les citoyens qui composaient et qui portaient à bras-le-corps le projet de clinique de proximité, qui est une initiative co-construite avec Parole d'Exclus, où des citoyens ont décidé de se mettre ensemble pour faire valoir leurs droits à des services de santé de proximité, plus spécifiquement dans le territoire du nord-est de Montréal-Nord, mais aussi un peu au-delà. Alors, l'idée à la base de cette présentation, si je peux être assez rapide, c'était vraiment de laisser la parole aux personnes avec qui j'ai co-construit tout au long de l'année 2019 cette recherche-là. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment se partager la parole à trois. Moi, Pismar, qui est un citoyen très impliqué tout au long de l'année durant mes observations et mon ethnographie, et Nomès, qui est l'agent de mobilisation, qui est un peu le liant de toutes ces initiatives citoyennes-là en dialogue avec l'organisme communautaire Parole d'Exclus. Donc, je remercie d'abord Arima et Interaction pour m'offrir cette tribune que je vais partager avec mes collègues. Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, moi, j'ai un peu le rôle de présenter la recette, de mettre la table et eux vont présenter la recette et ce qu'on mange là, pour rester dans la thématique des tartes à la sucrerie de l'Action de grâce là, qui a été parlé tout à l'heure. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça a eu un impact sur cette recherche-là, la COVID aussi, parce que au lieu que ça dure seulement 1 an, suite au financement que j'avais reçu d'Arima, j'ai décidé de faire converger une ethnographie plus en profondeur en y alliant avec une continuité pour vivre et accompagner et observer les différentes initiatives qui sont portées par la clinique de proximité et l'espace santé citoyen durant la COVID. Alors, cette recherche n'est pas terminée, donc c'est comme un clin d'œil qu'on va vivre ensemble sur l'année 2019, mais les deux pieds dans qu'est-ce qui se fait maintenant, parce que et Nomès, et Pismar, et moi aussi encore, on est en train d'accompagner les initiatives en santé de proximité qui ont lieu autour de Parole d'Exclus. Donc, je vais rapidement présenter le projet initial que j'avais proposé suite à la collaboration avec Parole d'Exclus. Donc, le projet de recherche, peut-être me présenter un peu rapidement. Moi, je suis sociologue qui s'intéresse plus particulièrement, dont le programme de recherche s'intéresse plus particulièrement à l'organisation collaborative vue comme un levier de santé mentale des personnes impliquées, mais aussi un levier pour agir sur les inégalités sociales de pouvoir vécues au sein de l'organisation, mais aussi à l'extérieur. Alors, quand j'ai approché Parole d'Exclus, c'est clair que j'étais très intéressée par leurs espaces de dialogue et de prise de parole qui impliquaient des citoyens. C'est vraiment le genre d'espace qui m'intéresse de comprendre parce que je considère, notamment avec mes études que j'ai réalisées au Brésil, que c'est des espaces qui peuvent se transformer en levier de transformation et de réduction des inégalités sociales et ou de santé, comme c'est dans le cas de ce projet-là. Alors, les objectifs que je pourrais énoncer rapidement, c'était vraiment d'examiner les dynamiques politiques et relationnelles au sein des espaces de prise de parole citoyenne qui étaient mis en place en dialogue avec Parole d'Exclus autour du projet de clinique de proximité initié par les citoyens de cet organisme-là et aussi de Racine. Donc, d'une part, je voulais comprendre empiriquement comment ces différents espaces-là peuvent être des lieux de recomposition démocratique. C'est un objectif très ambitieux qui va pouvoir peut-être être davantage exploré dans la continuité de mon ethnographie en cours. Mais l'objectif que je pense pouvoir amener des résultats et pouvoir permettre de dire que la recherche a un effet, c'est surtout au niveau de la compréhension de comment l'espace de santé citoyen, qui était le lieu où on prenait des décisions puis on essayait d'avancer le projet de clinique de proximité, participe à la transformation des pratiques de santé de proximité dans le quartier de Montréal-Nord.
Donc, on y reviendra tout à l'heure par rapport à ça. Je vais juste brièvement dire un peu c'était quoi ma méthodologie. Donc, comme je l'ai mentionné, c'était une ethnographie, mais aussi un accompagnement de co-construction. Et ça depuis 2018. Et ça, cet accompagnement-là, c'est vraiment fait un peu par l'invitation de la recherche à parole d'exclus, qui a vraiment une vision fondée sur la co-construction, où les chercheurs qui s'intéressent aux initiatives autour de parole d'exclus doivent vraiment mettre la main à la pâte, si on veut, et pas seulement aller observer les initiatives sans y prendre part. Donc, tout de suite, j'ai été plongée dans de la recherche participative et de la co-construction, comme un peu l'exemple de cette présentation-là d'aujourd'hui. Donc, des heures d'observation, surtout des réunions, des espaces informels aussi, comme les fêtes de quartier, des entretiens individuels, de l'analyse documentaire aussi, des différents PV ou documents qu'on retrouve dans les sites comme Facebook aussi au niveau des réseaux sociaux, et beaucoup d'activités de co-construction sur lesquelles on va revenir. Je vais enchaîner en laissant la parole à Ismark, qui va nous parler du cœur finalement de ce qui constitue l'objet ou en tout cas le sujet de la recherche que j'ai menée, c'est-à-dire l'espace santé citoyen, qui est en fait un nouveau nom qui a été donné à la clinique de proximité que j'ai observée au début du projet. Alors, Ismark, j'aimerais que tu nous partages un peu, que tu nous présentes un peu ce projet auquel tu as participé, hein, en quoi il consiste, comment a-t-il vu le jour, hein, comment il s'est déployé et aussi comment il s'est transformé au fil du temps, de ton point de vue, bien évidemment. Peut-être en profiter pour te présenter un petit peu plus si tu le souhaites. Merci. Merci Isabelle. Je m'appelle Ismark Ntigaera et je suis citoyen de Montréal-Nord et je suis membre de Racine. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Racine, Racine c'est Rassemblement des citoyens du Nord-Est ici à Montréal. Nous avons 4 porte-paroles, Eliakout, Sama, Sylvie et moi-même. L'idée nous avons à tous les derniers jeudis du mois, nous avons une rencontre mensuelle qui rassemble les citoyens et citoyennes. Et c'est au sein de ces rencontres qu'est née l'idée de clinique de proximité. Probablement qu'il y avait une question posée aux citoyens et citoyennes. Si le gouvernement vous demande quelque chose que vous aimeriez avoir naître dans votre quartier, ça serait quoi? Et les citoyens ont émis plusieurs idées, évidemment, mais la majorité a misé sur une clinique populaire, une clinique de proximité ici à Montréal-Nord sur la Pierre. Et l'idée était née et l'idée plus tard a été validée dans notre assemblée annuelle. Et c'est ainsi que nous avons, chez Racine, on a écrit une pétition et on l'a fait circuler dans les lieux publics, que ce soit dans les festivités festives, de rue festive ou aux fêtes italiennes ou Super C ou Walmart. On a été presque partout à faire signer, à récolter des signatures pour envoyer à l'ex-ministre. À l'époque, c'était Barrette. Est-ce que vous m'entendez bien? À l'époque, c'était Barrette. Et malheureusement, lorsque j'ai demandé est-ce qu'il y avait une réponse du ministère, du ministre, etc., mais je ne sais pas si c'est vrai. La personne m'avait dit, oh, Barrette aimerait que cette clinique soit privée. Et moi, j'ai été étonné. Nous, on voulait une clinique populaire, citoyenne, on peut dire une clinique de proximité. Et j'étais mal à l'aise avec cette réponse. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas je sais pas exactement si c'était vrai. Et depuis, on avait déjà commencé à faire des ateliers. Les citoyens eux-mêmes avaient déjà commencé à faire des ateliers pour parler c'est quoi l'hypertension, pour parler c'est quoi le diabète. Et on avait aussi eu
une aide de l'arrondissement, je pense, qui avait permis à l'embauche d'une chargée de projet, d'une chargée de projet, d'où la continuité des ateliers, mais il y a eu également une demande directe vers le SIUS pour que le SIUS puisse, lui, soutenir les ateliers. C'est ainsi qu'on a eu de la part des SIUS des infirmiers, oui, je pense, il y a un infirmier qui est venu, kinésothérapeute, on a eu de nutritionnistes aussi, pour parler santé, nutrition, etc., etc., parce que souvent, ici, les citoyens peuvent faire la cuisine communautaire, cuisine partage, etc. Et dans ces mêmes optiques de santé, il y a eu que thérapie, cuisine thérapie. Cuisine thérapie était née et, avec les nutritionnistes et devaient vérifier si oui ou non est-ce que ça passe pour les gens diabétiques ou pas. Donc, tout ça, ça a été fait ici. Et je trouve que c'était une bonne chose. Et nous avons beaucoup, beaucoup apprécié la présence de ces membres de SIUS qui étaient parmi les citoyens. Donc, c'était comme si on est en famille. Et notre souci, c'est que ces dialogues puissent continuer parce que ici à Montréal-Nord, nous avons des enjeux de santé très importants. Donc, nous avons une jeunesse, il y a beaucoup de jeunesse à Montréal-Nord et nous avons des nouveaux arrivants qui arrivent, nous avons des problèmes de santé mentale, nous avons des problèmes de décrochage et Racine doit orienter, donner de l'information, soit aux nouveaux arrivants, leur donner l'information vers les ressources, et soit si c'est les jeunes les orienter, donner la bonne information vers les centres jeunesse, la formation, apprendre les métiers, donner d'autres conseils aussi, comment ils peuvent se prendre dans la vie active. Comme je ne peux pas tout parler parce qu'on a très peu de temps, et je crois que c'était un lien qui était déjà forgé entre les citoyens et la SIUS à ce niveau-là, et que nous aimerions que cet espace continue à grandir. Et vous me demandiez comment on est passé de la clinique proximité. Je pense que je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. La clinique de proximité finalement a changé d'appellation ou de nom. Elle est devenue espace santé citoyenne et c'est plus large. Et puis, je pense que pour le moment, avec COVID, vous tous, vous voyez que nous n'étions pas préparés, par exemple, à les pandémies, les citoyens n'étaient pas préparés, etc., etc. Et à corroborer aussi avec les citoyens dans l'espace citoyen qui était déjà sur place dans la distribution de l'information contre comment lutter contre le Covid, comment la distribution des masques. La distribution des masques, ça a été fait aussi. Et le dépistage a été fait à Montréal-Nord aussi. Il y a eu aussi le partage de nourriture, vous voyez. Tout ça, ça a été fait par les citoyens bénévoles de la Corderie, par le DEXCU, entre les parents, disons tous les organismes œuvrant ici autour, ici à Montréal-Nord. Nomez, comment a-t-on passé de clinique de proximité à l'espace santé et comment ça a perduré? OK. Merci, Pismark. C'est toujours intéressant d'entendre comment c'est vécu, tout ce qu'on fait. Et c'est sûr que les expériences sont multiples. Si on avait un autre citoyen autour de la table, bon, sur l'écran, c'est sûr on aurait un autre discours, mais toujours en relayant à chaque moment comment on a avancé, comment on était vraiment, comme dit Isabelle aussi, à flux doux pendant un certain temps et ensuite avoir des actions qui montraient qu'on faisait vraiment des pas, même du géant. Moi, je vais tout simplement rappeler que l'espace santé citoyen c'est venu
par rapport aux ressources qu'on a. Parce qu'on était déjà rendu à faire nous-mêmes certaines actions. Et puis, on était rendu aussi à avoir un vocable pour dire que, en fait, c'était vraiment une approche globale et on était vraiment le point de rencontre de plusieurs acteurs. C'est pour ça que le Moïse passe à vu le jour. Tandis que clinique, ça nous permet à garder un profil. Les gens s'attendaient à avoir les soins. C'est-à-dire que, vu que les soins n'étaient que dans certains événements, lorsqu'on a fait des cliniques d'un jour avec la FIC dans le temps, et puis récemment avec Dr. Talk, une groupe de pédiatrie mobile, on ne pouvait pas dire qu'on était une clinique. On a pensé que appeler ça espace citoyen, ça montrait vraiment le profil et l'élan que le projet a pris, parce que c'est devenu comme un espace de dialogue, d'échange et d'action qui allait au-delà de simplement d'accès de point de service pour des soins de santé. Et puis ça nous permet aussi de lier aussi avec des actions qu'on faisait déjà dans le temps avec le système alimentaire pour tous, dont Panier Futé est central. Ça, c'est un autre projet de PE et qui a vu le jour, qui est devenu autonome, et de santé et également, mais vraiment lié avec la nutrition et la distribution alimentaire. Alors, ce qu'on a gardé au fait, en changeant de nom, on n'a pas changé grand-chose. On a fait que labelliser ce qu'on voyait déjà, la façon que c'était fait. C'était pas un simple point de service, c'était vraiment un espace de dialogue et de prise de pouvoir citoyen sur leur santé. Et on a quand même gardé pratiquement tout. Et les valeurs qui ont été rédigées, co-construites avec les membres de PE, des citoyens, des intervenants, des UTSPL comme on appelle, des infirmières et spécialisés de première ligne. On a rédigé les valeurs qu'on aimerait avoir au sein de cette clinique-là. C'est-à-dire qu'on voulait que les cliniques, le projet soit quelque chose d'accessible. Accessibilité pas simplement physique, accessibilité liée aussi à la bourse, c'est-à-dire que les gens puissent avoir des soins gratuits peut-être. Accessibilité également pour les personnes qui n'ont pas la carte solaire. Et on a vu, même parmi certains travailleurs essentiels, qui étaient en avant pendant la période du Covid, ils n'ont même pas encore une garantie qu'ils auront un statut dans ce pays-là alors qu'ils sont au front. C'est-à-dire qu'on aimerait desservir cette population. Et il y a aussi l'accueil. Les gens ont voulu, comme moi je pense que c'est un accueil libéral et parole d'exclus entre guillemets ou racine. C'est qu'il y a une ambiance, une façon d'accueillir les gens au local et dans les activités en général qui a une empathie particulière qu'on ne retrouve pas dans le système de santé actuel. C'est-à-dire les gens ont l'impression que c'est une grosse machine qui défile des numéros où les personnes sont vues comme des pathologies. Bien sûr, les personnes aimeraient être vues comme, et suivant leur profil, là, une madame, un monsieur, un voisin, une maman. Et autre chose, les gens aimeraient aussi avoir des rôles. Ils ont vu qu'il y a des gens qui font du bénévolat dans le système de santé. Ils ont dit pourquoi on ne pourrait pas comme, travailler à la clinique. Moi, je pourrais faire ça, moi, je peux faire ci. C'est-à-dire les gens ne se sont pas vus comme des gens qui allaient simplement utiliser un point de service, mais aussi des acteurs qui pourraient être présents dans le quotidien de cet espace-là. Autre chose qui a été gardé également, c'est le côté inclusif. Et même là, je pense que c'est ça. On le retrouve pratiquement dans presque tout ce qu'on fait. Et vu qu'on ne choisit pas notre public en cause guillemets, puisqu'on est ouvert à tout le monde, ce qui fait qu'il y a toujours les valeurs inclusives qui reviennent. Maintenant, ce que je vais vous dire, je vais vous raconter deux exemples de comment on a pu développer des actions en co-construction avec justement le CIUS. Ce qu'il y a, c'est que, comme Kismak l'a dit, on a eu un chargé de projet qui a fait une demande quand les ateliers soient pris en même temps le CIUS. Et ils ont été assez ouverts pour venir nous rencontrer dans ces locaux-ci. Et on était toute l'équipe de mobilisation de Parole d'Exclus. Et maintenant, on ne pourrait pas faire ce genre de rencontres-là. On était collés là, tous dans une petite salle avec plein de gestionnaires. Et puis, il y a une question qui était posée à un moment donné, comme et comment on pourrait faire un projet lié à la santé mentale. Ils ont dit, ah non, ça, il faut voir un autre département du CIUS.
Là, on a vu que les gens, et même dans le regard, pas seulement de l'équipe, mais des citoyens, les gens ont vu, mais c'est bien compliqué cette affaire-là. Malgré qu'on a plein de décideurs autour de la table, il manque quand même quelqu'un parce que c'est un autre département. Et c'est la même chose. Si tu touches la pédiatrie, également, on est en face à une bureaucratie que les gens ne comprennent pas. Parce qu'elle a l'air vraiment, ça a l'air compliqué. Parce que moi, il y a une intersectionnalité de problèmes qui, pour moi, je trouverais qu'un point de service où un gestionnaire pourrait m'aiguillonner à des services. Je ne penserais pas que ce serait cloisonné. Alors, ce qu'ils ont fait, on a fait des démarches, on a été dans une rencontre avec plusieurs autres organismes qui évoluent en santé mentale. Et là, on a rencontré François, qui est un citoyen qui s'implique à CAME, qui est un organisme lié à l'équilibre mental et émotionnel. Et eux, ils font des activités comme des groupes d'écoute et ils ont un local autogéré par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut aller de l'anxiété jusqu'à des entrepreneurs de voix. Okay? Et puis, cette personne-là, en venant à nos rencontres, a pu rencontrer une citoyenne qu'on appelle Lynn. Et Lynn a eu assez confiance. Avant, elle avait un visage acquéri que, mon Dieu, moi, j'aimerais avoir un service de santé mentale. Là, il y avait une personne qui lui disait, oui, c'était possible, même si on n'a pas un professionnel, des personnes qui vivent une certaine pathologie peuvent s'entraider et faire un groupe d'écoute et ça a des impacts positifs sur leur vie. Et puis là, Lynn a eu l'idée, en s'inspirant de la Corderie, qui est un organisme d'échange de services que Parole d'Exclus et Autorité Partenaire font. Elle a proposé des rencontres, des heures où on pourrait échanger. Et là, elle souriait parce que maintenant, elle avait une solution à un problème qu'elle imaginait que c'est celui-ci qui allait venir avec la solution. Et parce qu'elle disait, waouh, parce qu'avant, quand je dis que j'ai tel problème de santé mentale, les gens s'attendent à ce que je lance des casseroles. Là, elle était en train de dire, oui, j'ai telle pathologie, mais voilà comment je suis quelqu'un qui puisse proposer des services au sein d'un projet qui est en marche, qui est l'espace santé citoyen. Ça, pour moi, c'est innovant et à date, c'est porté encore par les citoyens, accompagné par Marilyn et Saline de la Corderie et Marilyn qui s'occupe de toute la programmation des espaces citoyens. Mais ce n'est pas quelque chose qui a émergé de nos ce qui a émergé d'Isabelle Rumélan, même si elle était présente, elle a suivi tout ce processus-là pour nous faire nos Hiroshima. Et c'est parti du citoyen en lien avec d'autres citoyens. Bien sûr, des espaces que nous, on a pu mettre en place, comme ces rencontres-là, pour aller rencontrer les jeunes familles, comme rencontrer les CIS. Ça, c'est un très bel exemple. Deuxième exemple qui est tout aussi intéressant, le catalyseur, c'est encore notre rencontre, une autre rencontre avec les gestionnaires du CIS. Là, on avait des données ethnographiques sur ce que les gens veulent dans la clinique. Mais on n'avait pas le langage terrain du public cible, entre guillemets. Comme, OK, vous voulez des services, mais c'est quoi les services que vous voulez? C'est quoi le profil des gens et ce qu'ils aimeraient avoir comme service? Et ils ont dit, vous devez faire un mini-sondage pour questionner c'est quoi les ateliers que vous aimeriez que nous, on prenne en main. Et ce que j'ai fait avec Isabelle, je pense, une première ébauche de questions. Les citoyens ont aussi fait on a comme une bonne de questions, là, c'est pas beaucoup, là, c'est pas une dizaine de questions, vraiment 3, 4, 5, et les gens les modifiaient. Dans un échange de courriel entre moi, Isabelle et un gestionnaire du CIUS, on était à même de construire ensemble ce questionnaire-là, ce sondage. Les citoyens, vu qu'ils ont participé dès les premières étapes, c'était leur questionnaire. Et puis, ils ont dit, écoute, pourquoi ne pas commencer à telle date à faire la collecte? Parce qu'ils étaient en train de planifier une fête de quartier qui se fait tous les débuts de printemps. C'est la fête du printemps. Alors, cette journée-là, Isabelle est venue, écoute, dans la fête là même, pendant qu'on est tiraillé par plein d'autres trucs, là, il y a le barbecue, les gens demandent à boire, où ils font les toilettes, tout ça. Et on a pu quand même aménager un moment où Isabelle pouvait s'asseoir avec des citoyens et leur faire rapidement une mini-formation sur la confidentialité dans les données, comment faire la collecte, comment utiliser le sondage, et puis elle a vraiment accompagné tout ça. On n'a pas fait des centaines de questionnements.
et dans une journée. On n'était pas dans la performance, mais c'était des gens qui ont été s'asseoir avec leurs voisins, s'asseoir avec des gens qu'ils connaissaient, pour leur poser des questions sur, écoute, on voulait faire des ateliers, c'est toujours dans le cadre de l'espace citoyen, mais on nous demande c'est quoi qui nous intéressait. Et là, on a pu voir c'est quoi le public cible, entre guillemets, et les besoins. C'était les besoins liés à la maladie chronique, c'était les besoins liés à la musique familiale et bien sûr, ça nous sautait à la face des besoins liés à la santé mentale. Parce qu'avant, on n'avait pas ces données-là. Et ça nous a permis ensuite de faire un beau document avec des chiffres, des stats. Et Isabelle a fait une partie du traitement également. Et puis, on a pu présenter avec notre coordonnatrice, Bouchra Manaï, pour qu'on puisse continuer la conversation. Alors, voici les données. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu proposes? Et là, ils ont pu nous trouver des ressources qui nous a permis d'avoir des moments super intéressants avec une nutritionniste une fois, une infirmière et une kinésologue. Et malheureusement, bon, pas malheureusement, avec le COVID, c'est sûr qu'on a été en phase de bilan en janvier. Et puis en février, on était encore en pourparlers pour avoir une autre plage horaire avec ces professionnels-là. Et puis, ils ont été débordés depuis mars, comme vous le savez. Merci beaucoup, Nomès. Je vois le temps qui file. Je pense que Geneviève aussi. Écoute, c'était vraiment ces expériences de collaboration-là, un peu ces filons de comment on voit la place par et pour les citoyens émerger. C'est vraiment co-construit au fil des échanges dans le comité citoyen, au fil de nos réflexions, à la fois avec Nomès puis d'autres personnes qui étaient impliquées. Et juste très rapidement, peut-être, puis on aura un autre espace peut-être pour aller à fond dans les résultats, mais ce que ces deux exemples-là permettent de ressortir, avant que je passe la parole à Pismark, c'est vraiment comment l'implication citoyenne, comme nous décrivait Pismark, l'action citoyenne a un potentiel de transformation des pratiques de santé de proximité. Ces expériences de collaboration-là, les deux exemples que Nomès vous a présentés tout à l'heure, vraiment permettent de relever à la fois trois dimensions là qu'on a réussi à identifier dans nos réflexions. C'est d'abord les citoyens, comme par exemple Lynn, dans le cas de la santé mentale, ou les gens qui ont participé au questionnaire, peuvent déterminer quelles vont être les pratiques de santé de proximité qui vont voir le jour dans l'espace de santé citoyen, comment elles vont être organisées, selon les principes qui ont été mentionnés par Nomès, un accueil, une dimension humaine qui est fondamentale, mais aussi une prise de parole au niveau des mécanismes de gouvernance très implicite parfois là, au niveau de la détermination des ateliers et dans un troisième temps, même au niveau des modalités de collaboration intersectorielle. On essaie avec les gestionnaires de services de première ligne, on leur dit, nous, on a des enjeux de santé mentale. Ils nous disent, non, ben, on aimerait ça, mais la perspective globale que vous portez de santé, nous, notre structure nous permet pas comme ça de pouvoir dialoguer sur tous ces fronts-là de santé globale. Alors, on se retourne, on va vers des organismes communautaires, on développe des initiatives qui permettent même de réaliser que comme citoyenne, je peux devenir un agent de santé, faire des ateliers, parler de mon expérience parce que je l'ai vu dans un autre organisme communautaire. Et c'est vraiment ça la richesse qui est en train de se vivre encore aujourd'hui et davantage avec la situation de la COVID. Je passerai la parole rapidement à Pismark qui va nous présenter la vidéo qu'on a mis en place, une autre expérience de co-construction avec l'étroite collaboration d'Aurélie, qui est une des membres, là, une des personnes qui est impliquée à Interaction, qui travaille à Interaction. Donc, peut-être rapidement, Pismark, tu nous parles de qu'est-ce qu'il y avait derrière l'idée du petit vidéo qui dure 3-4 minutes. Les objectifs de cette vidéo, c'est de sensibiliser les fonctionnaires du CIUS pour continuer la collaboration entre l'espace citoyen et continuer les recherches et donner plus de moyens parce que on ne peut pas faire des recherches sans moyens. Ça prend toujours les moyens. C'est comme si tout le temps quand on dit quelque chose, on hésite, on nous dit autre chose. Peut-être on ne veut pas nous dire, nous n'avons pas les moyens. Il faut aller chercher ces moyens. Si COVID nous a appris beaucoup de choses, COVID-19, parce qu'on n'était pas préparé finalement.
aux différentes pandémies qui vont venir. Et les citoyens ont servi de relais. C'est des citoyens bénévoles qui étaient déjà sur place, où les députés, les mairesses, les appelaient, les organismes, on veut faire ça, le protocole de santé est comme ça, et les citoyens ont embarqué. Ils ont embarqué à se faire circuler l'information immédiatement, il y avait l'enthousiasme, et les masques, nous tous, on a distribué les masques à gauche, à droite, et c'était un travail national, moi je peux dire, parce qu'on était en guerre, ne l'oublie pas. Mais si je retourne ici à Montréal-Nord pour dire la vérité, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes de santé mentale, nous avons des problèmes de violence conjugale qui sont augmentés, les crimes aussi ont augmenté. Et peut-être avec Covid, ça a augmenté. Il y a des raisons parce que les gens sont confinés, ne sont plus libres. Et les couples se côtoient maintenant parce que ça donne des frictions dans la maison. Donc, on peut comprendre tout ça. Mais je pense que c'est passagère. Mais j'aimerais qu'on donne plus de moyens dans le domaine de la santé mentale. Nous n'allons pas y échapper. Nous n'allons pas y échapper parce qu'on a légalisé la marijuana. Mais on n'a pas pensé aux conséquences de cette situation. Pour conclure, je félicite Isabelle pour le travail qu'ils ont fait et Només aussi parce que c'était un gars travaillant, suivi dans notre quartier. Et merci à tout le monde. Parfait. Et donc, la vidéo, en fait, vient un peu rendre compte de ce que Pismark mentionnait, c'est-à-dire d'interpeller les gestionnaires parce qu'ils ont été ciblés par nos échanges avec les citoyens, par les citoyens eux-mêmes comme des acteurs influents qui peuvent et qui doivent comprendre la réalité quotidienne comme Pismark nous l'a décrit. L'espace santé citoyen. Il existe de nombreux services sociaux et de santé sur notre territoire. Et pourtant, Stéphanie a parfois les idées noires. C'est difficile à l'école avec son diagnostic de TDAH, mais elle ne sait pas à qui parler et n'a pas le temps de chercher des ressources. Elle doit s'occuper souvent de sa mère qui a de grands problèmes de santé. Jean habite seul dans un demi-sous-sol avec des problèmes d'humidité et de champignons. Il vit de la douleur chronique et il a du mal à marcher. Le médecin de famille de Jean est à Saint-Eustache et il a besoin d'être accompagné par son fils pour se rendre à l'autobus. Fatima, elle, a 2 enfants. Quand ils sont malades, elle ne sait pas à qui s'adresser. Elle n'a pas de réseau de soutien depuis son arrivée au Canada. Elle va à l'urgence et attend de longues heures. Dans une étude, des citoyens et citoyennes de Montréal-Nord ont montré qu'il y a des enjeux d'accès aux services sociaux et de santé, l'insuffisance des services, l'accès géographique et financier, l'accueil impersonnel et les longues attentes, l'inclusion des personnes marginalisées, la navigation dans le système. À Montréal-Nord, Stéphanie, Jean et Fatima ont pu parler de leurs difficultés avec d'autres. Ici, au regroupement citoyen Racine, là, avec des chercheurs pour comprendre leur expérience, et là, dans une discussion entre citoyens et intervenants lors d'une fête. Ils ont proposé un espace près de chez eux qui répondrait à leurs besoins. Ils l'ont appelé « Espace Santé Citoyen ». Ils ont travaillé fort pour consulter les autres résidents du quartier avec une pétition, du porte-à-porte et des visites d'autres projets. Une assemblée citoyenne a été organisée. Des chercheurs, des intervenants de Paroles d'Exclus, des professionnels et des gestionnaires du CIUS se sont joints à l'initiative. Depuis plusieurs mois, ils sont en action tous ensemble pour faire les choses autrement et mieux répondre aux besoins des résidents. C'est ça, le projet d'Espace Santé Citoyen. Dans ce territoire, il y a déjà de nombreux acteurs qui interviennent ensemble sur les inégalités sociales de santé, en logement, en emploi, en alimentation, sur le vivre ensemble et l'exclusion sociale. Dans l'espace s'organisent des groupes d'écoute, des ateliers de nutrition, d'art-thérapie, de la recherche pour améliorer les services. Mais il reste encore la question des soins. On vous invite, vous les gestionnaires du CIUS, à vous impliquer pour innover dans les services de proximité et que tous ensemble, on crée une réponse de santé globale en brisant les silos entre les services et pour surmonter les obstacles qui se dressent devant les citoyens. Êtes-vous prêts à innover avec Stéphanie, Jean, Fatima et les autres citoyennes et citoyens? Leurs idées peuvent enrichir vos pratiques et contribuer à améliorer la santé de la population du territoire. C'est ce qui a été mis en commun avec la fine
je dirais, le fine travail de couture d'Aurélie qui a beaucoup contribué à la mise en image des intentions citoyennes. Et pour vous donner juste une petite idée, là, les trois, Fatima, Jean et Stéphanie, ce sont des récits que les citoyens eux-mêmes, avec notre soutien à moi, Nomès, ont recueilli durant des fêtes, dans des activités, des récits de rapports aux services de santé que les citoyens ont écoutés et qu'on a essayé de transcrire en verbatim pour rendre en situation concrète dans cette capsule-là, afin de rendre un peu leur réalité de leur point de vue dans une recherche par et pour là, les citoyens. Donc, en gros, c'est ça. On avait certains points qu'on pourrait synthétiser sur le rôle de la recherche dans ces démarches-là, notamment, je pense, l'importance, que ce serait le message principal qu'on pourrait donner, mais que c'est Nomès qui doit dire dans notre ordre de passage de parole, là. Mais peut-être que pour aller rapidement, je pourrais simplement mentionner, puis tu compléteras Nomès, là, mais que je pense que de la recherche avec les citoyens dans une démarche co-construite comme ce qu'on a fait, ça peut pas se faire sans prendre le temps sur le long terme. Et c'est ce que j'ai la chance un peu à cause de la COVID, particulièrement, de pouvoir faire pour approfondir vraiment les démarches et les saisir dans ces fines nuances collaboratives, là. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi là, de pouvoir être dans ce projet-là. Et je dirais aussi que ça implique, pour la recherche, d'accompagner des moments vraiment qui se mijotent à feu doux. Hein? Souvent, on va chercher des expériences extraordinaires qui sont innovantes et inspirantes, alors que parfois, on peut saisir ces expériences-là innovantes et inspirantes quand il y a des moments beaucoup plus calmes dans les avancées d'un projet, comme l'année 2019, avant la tornade COVID, dans l'expérience de la clinique de proximité et d'espace santé citoyen. Je ne sais pas, Nomès, si tu veux rajouter un mot avant les questions. Bon, surtout remercier Prismark d'avoir fait cet exercice avec nous. Et je sais que Prismark est parti dans beaucoup. Il participe aussi sur une chaire de recherche sur les inégalités en santé. Mais c'est la première fois que je prends la parole avec lui. Ainsi, vous parlez des espaces citoyens. Ça me fait plaisir. Et puis, je remercie Isabelle de nous avoir invités. Et puis, c'est très bien nommé. Et à feu doux, mais bien sûr avec une proximité qui, même avec cette technologie-là, c'est parce que avec le CIVIS, on avait déjà des liens avant le COVID qui nous permettent même à 2 mètres de continuer cette collaboration. Et c'est ce qu'on veut faire avec cette vidéo.